Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Amis auditeurs de Radio M, bonsoir. On est le mercredi 19 septembre. Je me suis déjà trompé d'une date, d'un jour. Ça commence bien. C'est 18h02, pas très en retard. On est en train d'appliquer les règles de Khaled Drani. J'évoque Khaled Drani pour dire qu'il n'est pas exclu qu'il nous rejoigne dès la semaine prochaine. Il est en Estonie en ce moment. On gagne du temps. Donc le Café Presse Politique vous retrouve pour son numéro 2 de la 6e édition, 2008-2019. 6e édition, c'est pas peu dire. Aujourd'hui avec moi sur le plateau Akram Kharif, Saïd Jafar, Hassan Mouali, des habituels, des complices, et puis Kamal Daoud qui nous a rejoint aujourd'hui. Kamal Daoud qui est journaliste, on n'a pas oublié. Tu écris toujours au quotidien d'Oran. Entre autres. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent de ramener des intellectuels dans le Café Presse Politique. C'est l'occasion pour moi de rappeler que le Café Presse Politique est réservé aux journalistes, aux hommes de médias, et que donc, on aurait bien aimé, mais il y a d'autres espaces pour les intellectuels. Marhaba bik. Alors, on va faire un menu habituel. On va l'évoquer, on va le dérouler au fur et à mesure. Mais auparavant, messieurs, qu'est-ce que vous a marqué cette semaine? Un fait, un geste, une image, une citation. Aujourd'hui, encore une fois, Alger qui est complètement quadrillé, fermé à cause des manifestations, peut-être, mais c'est surtout à cause des manifestations des retraités de l'armée. Ah oui. Donc on a beaucoup de changements à la tête de l'armée, mais on a très peu de changements dans la vie courante. Ouais. Alors le 60e anniversaire du GPRA, il y a un très beau papier d'Amin Khan sur le Post Algérie. J'en parle. Et ce qui m'a frappé à un ami qui a posté le papier sur Facebook en prenant des vers de Louis, Madih Dhal al-Ali, ma akbar al-thawra wa ma asghar al-dawla. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État algérien tel qu'il est par rapport à ce qu'a représenté le gouvernement de l'Algérie combattante, c'est vraiment petit. Très petit. On va laisser le temps à Kamal de continuer à réfléchir sur le sujet parce que c'est la première fois. Hassan Mouali le fait de la semaine pour toi. Enfin, la semaine, je retiens la disparition de nos deux grands artistes, Taha, Rachid Taha et Jamal Alam. Et puis, naturellement, le 19 septembre 58, donc le GPRA, Abdelmajid Mardassi qui a fait un excellent livre. C'est sur cette période-là. J'ai écouté tout à l'heure à la chaîne 3, c'était vraiment intéressant. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a finalement raconté à nos enfants dans les écoles? La nouvelle génération ne connaît pas la Révolution. Elle a complètement divorcé avec la Révolution et c'est dommage. Voilà. Ouais. Disparition de deux artistes, réapparition d'un troisième artiste quand même dans la même semaine, Abdelaziz Bouteflika, mais bon, on ne va pas le citer dans cette folie. Kamal, c'est à toi. Un phénomène esthétique, c'est la réinterprétation faite par Ould Abbas de la rencontre entre Merkel et Bouteflika. Ça me fascine parce que c'est une vidéo qui me pousse à peut-être à penser à un sujet. Écrire sur le fake news en Algérie, comment on le fabrique, comment on l'a normalisé, comment on a déréalisé un petit peu le discours politique, etc. Il a dit, est-ce que vous avez vu comment Merkel était fascinée par Bouteflika, tendait l'oreille, hochait la tête, etc. Mais moi je trouve ça comme phénomène esthétique, mais incroyable, je veux dire, c'est assez fascinant. C'est fort. Non, c'est fort, c'est absolument fort. C'est Ould Abbas, enfin, je sais pas, il y a un seul en matière de grotesque, il dépasse tous les pas de Fouquet qu'il y avait avant lui. Moi, j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à en rire, mais bon, enfin, il y a un rapport au FLN historique, je viens de détruire le plateau.
Alors, évidemment, enfin, on avait prévu un menu un peu spécial pour cette semaine-là, parce qu'il y a une actualité qui est florissante. Et puis, il y a eu ce qui s'est passé. Messieurs, est-ce qu'on s'est pas trompé, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, sur notre estimation des changements qu'il y a eu à la tête des services de sécurité, en étant un peu peut-être trop lisse, en disant c'est cosmétique, voilà, on essaie de dire qu'on peut changer des postes, mais que en termes de lecture politique, ça ne signifie pas grand-chose. Il y avait eu la lecture de Saïd Jafar qui disait que quand même on préparait l'après-5e mandat, mais pas le 5e mandat, parce que sur cela, tout le monde est d'accord, notamment le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah et Saïd Bouteflika pour Abdelaziz Bouteflika. Mais en voyant que la purge, parce que c'est de purge qu'il faut parler, se poursuit. Elle s'est poursuivie depuis le CPP de Khlani, commandant-chef des forces terrestres, Hussein Tafer, le secrétaire général du ministère du MDN, qui sont encore enlevés, et puis surtout cette information qui est tombée en milieu de semaine, qui est désormais confirmée, il y a 5 généraux qui sont interdits de sortie du territoire national. C'est sérieux, il y a une enquête judiciaire auprès du tribunal de Blida. Alors je repose la question au spécialiste des questions sécuritaires qui est Akram Khrif, c'est pas pour te gêner, mais est-ce qu'on ne s'est pas quand même trompé, il se passe quelque chose? Je vais rappeler quand même ce que j'avais dit, ce que j'avais résumé en une sorte de proverbe, de citation. Aujourd'hui, dans le pouvoir, il y a une bagarre au couteau. On ne veut pas d'acteurs avec des kalachnikovs dans cette bagarre au couteau. Donc, on est en train de préparer l'après-Bouteflika et pas le 5e mandat. On veut exclure définitivement l'armée du choix. Parce que si l'armée choisit, elle ne choisira pas ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ça, c'est clair et définitif. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé dimanche, tu as donné, en fait, tu as donné toutes ces informations en vrac. Or, le plus important, c'est le timing. On va essayer de reprendre. Dimanche matin, on a une réunion très importante de l'état-major de l'ANP, de l'état-major de l'ANP, des chefs de bureau, des commandants de corps, des chefs de département, etc., avec Ahmed Gaïd Salah, qui a donné un discours qui était quand même enflammé et qui prêtait quand même à confusion et qui contenait quelques messages codés. À 13h, on a commencé à recevoir des informations. Pratiquement toutes les rédactions ont reçu des informations sur l'ISTN qui a été appliqué sur les 5 généraux. Interdit de sortie de territoire national. Et juste après, on a eu les 2 commandants de force qui ont été enlevés. Donc, aérien, je l'ai pas cité, l'aérien. Oui, Louna, c'est affaire. Si on rejoue la chose de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a très mal pris la réunion de dimanche matin, qui l'a considéré que c'était un congrès de l'ANP ou du MDN et non pas une réunion simple, qui a mal pris le discours et qui a montré à la personne qui a tenu ce discours que il était capable de lui enlever ces gens avec qui il était réuni ce matin même. Donc c'est un recadrage très sec, très violent du chef d'état-major. Ça signifie, je pose la question, vous êtes libre de répondre dans l'ordre que vous souhaitez, que jusqu'à maintenant les changements se faisaient en accord avec le chef d'état-major. De ce que tu as dit, je peux comprendre cela. Non. Mais que après cette réunion-là, cette personne dont on pense que ce n'est pas Dob, Jamal Ould Abbas, mais probablement Saïd Bouteflika, en accord avec son frère, c'est moi qui me prends la responsabilité de le dire, a décidé qu'il fallait recadrer. Voilà, que le chef d'état-major ne peut pas faire ce qu'il veut, et on lui enlève 2 commandants d'armes, donc commandant des forces terrestres et des forces aériennes, plus le secrétaire général du ministère. Il y a une force on marchait ensemble et puis à un moment donné les choses se sont brouillées. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça? Je pense que on est tous d'accord pour dire que les changements sont profonds quand même. Depuis 62 ans, on n'a pas eu des changements de cette ampleur. Mais dire que c'est Gaïd Salah, tel que le décrit Akram, c'est le perdant dans ce bras de fer, moi je pense que non. Moi je pense au contraire que c'est Gaïd Salah qui a décidé tout ça et qu'il a repris la main. Je te ferai observer que la majorité de ceux qui ont été nommés sont originaires de l'Est, parce que il faut bien parler de l'équilibre régional
au pays. Là, en ce moment, depuis au moins 20 ans, on parle de la dérive du pouvoir vers l'ouest, vers Tlemcen plus précisément. Et là, la majorité de ceux qui ont été nommés, les nouveaux, c'est des gens de l'Est. Qui les a nommés? C'est lui qui les a nommés. Non, ce sont des décrets présidentiels. Ce sont des décrets présidentiels. La question est de savoir, est-ce que c'était des propositions? Non, ce sont des décrets. Alors, qui signe les décrets présidentiels aussi? Le chef d'état-major propose à la présidence les changements avant le 5 juillet. Oui. Les changements se passent avant le 5 juillet. Là, on n'est pas dans ce cadre. Là, on est sorti de ce cadre. En fait, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que les changements qui ont été opérés, ils n'ont pas ramené des gens. Le plus souvent, c'est l'adjoint du personnage qui a été en lui. Non, ça démontre, à mon avis, ça démontre plus clairement que c'est la présidence qui est intervenue pour marquer sa puissance en disant, bon, si c'est comme ça, j'enlève celui du haut, je refais monter celui du bas, et c'est pas Gaïd Salah qui décide. C'est très clairement. Moi, j'étais enclin à dire jusqu'à présent que tout se faisait de concert, mais je commence à avoir des doutes. Parce que là, les choses ne se passent pas de la manière que c'était. On a dit tout à l'heure que on est en train de gérer l'après Bouteflika, c'est l'après 5e mandat. Donc je pense que c'est un repositionnement de... Non, mais c'est justement, c'est-à-dire, quand on parle de l'après Bouteflika, c'est que il faut revenir à la règle tacite qui a toujours existé. Quand un président meurt ou bien il est dégommé, c'est un peu un mini-congrès, un conclave des militaires qui décident de là, peut-être que la présidence est en train de casser cette règle, en prévision de l'après Bouteflika. Et c'est pour ça que... Moi, je dirais que c'est l'armée qui casse cette règle, justement. Pourquoi ce ne serait pas l'armée, le commandement de l'armée qui casse la... Non, ça m'étonnerait. On va essayer de le savoir. On va continuer à en parler. On va essayer de le savoir. Auparavant, j'ai essayé de rétablir un peu le fil de toute cette affaire. Tout est parti quand même dans un premier temps, parce qu'il y a quand même des évictions qui ont commencé avant qu'on parte en vacances. Donc tout est parti de ces 701 kilos de cocaïne qu'on a qui reste très mystérieuse jusqu'à présent. Oui, c'est une transition pour parler avec Kamal, parce que ça s'est passé à Oran. Est-ce que dans l'opinion locale, entre guillemets, pour démarrer avec quelque chose, on a le sentiment que c'est une opération de main propre qui est en train de se poursuivre, que c'est finalement il y a le chef de la 2e RM qui serait peut-être impliqué, on n'en sait rien. Enfin bon, Saïd Bey, c'est pas sûr. Bon, même si il est touché, semble-t-il, par l'ISTN, mais il y a rien qui démontre cela. Bon, est-ce que dans l'opinion, on peut penser que, notamment parce que c'est parti d'Oran, que tu peux peut-être nous en parler, que c'est une opération main propre qui a démarré, qui est en train de se poursuivre et qu'elle touche l'armée? Les Oranais n'en savent pas plus que les Algérois. De toute façon, c'est la même chose. On a juste des analyses. Vous savez, je peux vous écouter pendant des heures. Ça reste fascinant. Ça peut rester aussi ennuyeux parce qu'on fait ça depuis 62. Non, c'est la vérité. Le roman le plus fascinant en Algérie, c'est celui du pouvoir. Donc, on est en train de spéculer, etc. Ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue quand j'étais jeune journaliste au quotidien. J'étais en couverture du côté de Relizane et bon. Les couvertures, c'est très classique. Le Wali qui inaugurait quelque chose. Et j'étais assis avec le secrétaire général de l'époque. Et on avait en face des gens qui réclamaient des logements avec des drapeaux. Wahad Yiji, Wahad Tibki, Wahad Taura, etc. Il m'a dit cette phrase qui se trouvait extraordinaire, qui m'avait bouleversé. Il m'a dit, vous Daoud, l'État finalement n'existe que dans la tête de ces gens-là. Et je me dis parfois, est-ce qu'on ne surinterprète pas ce qui se passe? Oui, mais en même temps, je suis gêné par le mot changement. Ce n'est pas un changement. C'est juste peut-être des choses qui se passent pour trouver un nouvel équilibre, pour perpétuer un statu quo, etc. Moi-même, personnellement, j'ai la culture basique de l'Algérien. Il est fasciné par les changements au sein de l'armée, parce que ça reste très, très captivant, c'est fascinant, etc. L'armée reste un petit peu le noyau du pouvoir dans nos imaginaires, etc. Donc on est fasciné par la chute d'un général, etc. On ne parle pas de la police, par exemple, on ne parle pas de ce qui peut se passer. On va en parler. Donc, me poser la question de cette manière directe, les Oranais ou les Algériens, on n'en sait pas plus. On peut déduire, on peut exercer un droit de citoyenneté ou d'intelligence, mais au fond, on n'en sait rien du tout. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de droit à l'information, il n'y a pas on entretient la rumeur, on entretient l'approximation, etc. Et on est dans le polar lassant du politique en Algérie. Alors, je voudrais quand même, pour ne pas démobiliser le public du Café Presse Politique, rappeler qu'on parlait d'une tension il y a 2 ans entre Gaïd Salah et le patron du service de sécurité qui était pour certains Rabet Zahir. Enfin, ça l'a jamais été pour moi, parce que j'ai une autre lecture du rapport de force dans le pouvoir, qui a débouché quand même sur la chute du général Tofir. Donc, c'est vrai qu'on peut ne pas tout savoir, mais souvent,
souvent, les faits finissent par corroborer des choses qui se disent. Et donc, après coup, on est obligé d'essayer d'interpréter. Nous, on a essayé de le faire avec le général Ben Hadid. Mal nous en a pris, malheureusement pour lui surtout. Et donc, on essaie de décrypter et de comprendre. Alors, je vous repose la même question, mais différemment. Il y a eu une grande chute après l'affaire d'Oran. C'est quand même le général Hamel. Ma question, c'est est-ce que, messieurs, la présidence n'a pas fait le dos rond sur l'affaire Hamel? Elle a laissé Ahmed Gaïd Salah régler les comptes à Hamel parce que c'était aussi un rival du point de vue de l'après-Bouteflika, avant de reprendre la main et d'affaiblir Ahmed Gaïd Salah. De toutes les manières, on a réhabilité Chakib Khalil. On pourra demain réhabiliter le Hamel, c'est pas un problème. Absolument. Donc c'est possible. C'est la trajectoire extraordinaire, entre guillemets, c'est la trajectoire extraordinaire. Je me disais, il y a 5 ans, c'était la sécurité militaire, le DRS, qui était à l'offensive, qui était en train d'affaiblir le camp présidentiel avec le fugitif Khalid Darani, qui est aussi fugitif par rapport au CPP. Et nous nous retrouvons dans une situation où c'est la présidence qui est à la main et ce sont les militaires qui apparaissent comme étant les corrompus. C'est quand même un retournement copernicien. Ça dure depuis toujours. Ce cycle-là, cette redistribution, cette criminalisation de l'un, la grâce et la disgrâce, je pense que c'est vieux comme l'histoire de l'Algérie. Ça date pas de 5 ans. Enfin, à mon sens. Mais c'est spectaculaire dans le cas de Khaled, encore une fois. Là, un bémol, là, c'est-à-dire qu'il faut préciser que l'entreprise de réhabilitation de Chakib Khalil ne passe pas dans l'opinion. C'est vraiment zéro. On est une des premières opérations du régime où d'habitude ils savent manœuvrer, etc. Sur Chakib Khalil, c'est plat, ça marche pas. J'en profite pour donner une information. Le tribunal de Milan vient de condamner les hommes d'affaires de Chakib Khalil à des peines fixes. Je donne pas la primauté parce que c'est en train de sortir sur nos médias, le Huffington Post, Maghreb émergent. Chakib Khalil, Farid Bidjaoui a été condamné et Omar Habour, homme d'affaires orani, a été condamné. Ce sont les relais d'affaires de Chakib Khalil et la cour de Milan les a condamnés. Donc la question c'était est-ce que la présidence n'est pas en train de prendre sa revanche après avoir lâché un des siens? On peut faire cette lecture. Hein. Ce qu'ils auraient fait après Khalil pour le DRS, aujourd'hui ils laissent faire, mais c'est très court. Hein. C'est-à-dire l'avancement sur le Hamel aurait été très rapide. C'est-à-dire c'est pas un scénario habituel. D'habitude ils prennent du temps, le temps de préparer. Là, le Hamel a été enlevé fin juin. Et la riposte a lieu, on voit, peut-être qu'il y a une accélération de l'histoire, pas du changement à Kamel, une accélération de la décomposition au sein du régime à laquelle on assiste sans s'en rendre compte. Hein. Voilà. Moi je pose une question, est-ce que Saïd El-Bey, par exemple, le patron de la 2e région militaire, est ami avec Gaïd Salah? Ou alors Tafer? On sait que le prochain successeur. On sait que le patron de la 1re région militaire, monsieur le général Chentouf, n'était pas ami avec Gaïd Salah. Voilà, raison de plus. Donc qui a eu sa tête? Je me pose la question. Saïd El-Bey aussi. Tafer, depuis 10 ans qu'on annonce qu'il sera le successeur de chef d'état-major, parce que habituellement le chef d'état-major, il est puisé dans les TFT. Force. Donc, moi, je me pose la question. Sincèrement, j'ai comme l'impression que c'est le clan des militaires qui reprend. Hassan, ce sont des détails qui nous échappent. À mon avis, absolument. C'est des lectures. Ce dont on doit vraiment le mettre, c'est que Gaïd Salah est le chef de tous ces gens-là. Absolument. Le chef de. Si c'est la présidence qui décide aujourd'hui, sans vraiment l'aviser de changer tel ou tel, c'est qu'il perd du poids. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant à relever. Voilà. Pour avancer dans nos spéculations, parce que c'est un peu comme ça que ça apparaît. Effectivement, ce n'est que ça. Mais bon, enfin, pas que ça, à mon avis, pas que ça. Est-ce que on n'est pas quand même en présence d'une opération main propre tout à fait nécessaire, après tout ce qui s'est passé ces dernières années, on va pas évoquer tous les procès tous les scandales de corruption, etc. À un moment donné, on veut faire passer un 5e mandat, c'est gros, c'est imbuvable. On se dit, bon, on va essayer de faire quelque chose, on va nettoyer chez nous, on va dire, nous, on est capable de poursuivre. Et on commence par où? On commence par ceux d'en haut. On commence par ceux qui paraissent les plus puissants. Est-ce qu'on peut pas imaginer ça? Et ça signifierait, Kamel Daoud, que la prochaine étape, ce serait les civils. Ce serait les civils corrompus. Voilà, en gros. J'ai l'impression que les régimes se perpétuent, non pas en mettant en place des scénarios de main propre, etc., mais plutôt en exerçant plutôt
un art, c'est comment gérer la peur, comment inoculer la peur. Exercer la peur ou faire pression par la peur est plus utile et plus rentable pour un régime que des opérations main propre. Moi, je suis pas convaincu. Je pense pas que ce soit une mise en scène pour faire passer un prochain mandat. Les Algériens n'ont pas le souci de l'honnêteté ou pas, généralement, du politique. Ils ont cette idée qu'il est malhonnête à la base. Donc, c'est pas parce qu'on mène une opération main propre qu'on va réinstaurer une légitimité. Par contre, si on agite le spectre de la peur, du chaos, du cas libyen, du cas syrien, là, ça marche. Donc, j'ai l'impression que on y place un peu trop d'espoir ou trop de sens c'est-à-dire comme scénario pour faire valider un prochain mandat. Je pense pas. Je suis d'accord, mais je fais une nuance, c'est-à-dire le 5e mandat avec un président aussi mal en point, c'est quand même lourd à faire passer. Les Algériens partout, des amis, des gens qui discutent comment on en est arrivé là, sur ce sujet précisément. C'est-à-dire, il y a un sentiment d'émulation qui est diffus chez les gens, que les gens, quand ils partent à l'étranger, même les étrangers, ils leur disent, c'est pas l'Algérie que nous connaissons. C'est-à-dire, ce sont ces situations qui fait que, pour le pouvoir, il y a un besoin de créer quelque chose spectaculaire pour faire passer cette idée, soi-disant, Bouteflika, c'est vrai, il est pas bien, mais on va vous débarrasser de Est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez pu dire ces mêmes phrases pour le dernier mandat? Non, on l'a dit, Exactement. L'a dit, et donc, ça prouve que c'est la même chose. Donc, non, mais ils avaient organisé ça aussi. Je pense que le dernier mandat, il a enlevé Chérif Rahmani. Si tu veux une analogie, c'est plus le massacre de Katyn que une opération main propre. Donc c'est les communistes qui ont rallié. Non, c'est Staline qui a liquidé les Polonais. Exactement. Donc on liquide chez soi. On liquide chez soi. Pour garder le pouvoir. Et pour empêcher l'autre d'avoir suffisamment de pouvoir. Pour que tout reste en place. Lampedusa. Moi, je pense que... Alors, de ce que vous dites, messieurs, ça signifie qu'on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait une évolution du style. Après l'ISTN, il y a un mandat d'arrêt, garde à vue, un peu à la Sarkozy en France. On va écouter ces généraux pour savoir comment ils se sont enrichis. Vous le pensez pas? Moi, je refuse de faire des projections. Il peut y avoir, comme il peut ne pas y avoir. Ce dont il faut noter, c'est que c'est des choses qui sont faites pour que les choses restent en l'état, pour empêcher le changement. Parce que si on veut réellement le changement, c'est un débat avec les Algériens sur le statut de l'armée, sur la fonction de la présidence, la fonction du Parlement, l'espace politique, les libertés publiques. C'est sur ces terrains-là qu'on met les changements. Oui. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur un sujet important. Il ne faut pas qu'on normalise la primauté de la rumeur sur l'information. On est arrivé à cette situation où tout le monde, ici comme dans les cafés d'Alger ou d'Oran ou d'ailleurs, on spécule. Et donc on est arrivé à une situation où on a normalisé l'exercice de la rumeur, alors que là, il s'agit d'un droit d'information. Quelle est l'information officielle? Qu'est-ce qu'on a officiellement comme information vérifiable et vérifiée? On a des décrets. Oui, mais c'est une question que je pose. Non, mais je réponds. On a des décrets présidentiels, on a des décrets publiés, on a des décrets non publiés, on a des décrets non publiés révélés par le chef d'état-major en citant le décret. On a des réunions. J'explique le cas. Donc je donne un exemple dans ce cas. On a des arrestations, on a des ISTN. Donc il y a énormément de choses qui se passent. Ça a été confirmé, les interdictions? Oui. Pour les 5 généraux. Alors, on peut, à ce stade-là, donc on est d'accord pour dire que ça n'ira pas au-delà si on est dans cette opération, que ça n'ira pas au-delà. Le pouvoir est soucieux de sa cohésion, donc il ne va pas les sacrifier. Il va les. Bon, quel est cet Algérien qui va regretter Tafer ou comment il s'appelle? Il ne le connaît même pas. Il le connaît même pas. Bon, même si Saïd Bey a une célébrité. Alors, messieurs, mais par contre, quand même, ça donne une image tellement crapuleuse du fonctionnement de l'armée, qui est considérée toujours par une certaine partie des élites algériennes comme l'institution de recours, etc. Enfin, face à une population parfois tentée par les trucs dangereux. Même cette institution-là, elle est couverte d'une image détestable. Voilà. Donc
C'est un jeu de massacre. Il y a quelque chose qui est quand même fascinant du point de vue de quasiment littéraire. C'est comment nous, on gonfle le fantasme autour de certaines personnes et comment ces personnes se révèlent pour étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire pas grand-chose. Pendant 10 ans, on avait le culte ou l'image fantasmée sur le DRS et tout faire, et finalement, il se révèle que c'est un fonctionnaire qui peut être mortel, licenciable, entre guillemets, etc. On arrive aux généraux, on parle tous depuis 30 ans, depuis que je suis dans le journalisme, de cabinet noir, de généraux, etc., et finalement, c'est un fonctionnaire qu'on peut limoger, qu'on peut mettre en prison. C'est pour ça que je voulais tout à l'heure dire que est-ce que cette construction, ce fantasme sur le pouvoir n'est pas en partie le nôtre aussi. Il est de notre droit d'exercer un droit d'information, d'exiger de l'information, un devoir aussi, mais en même temps, je pense qu'on est aussi dans l'entretien du fantasme autour de beaucoup de choses. Alors peut-être pas un fantasme. Encore le fantasme n'est pas tout à fait. Peut-être pas un fantasme. Tu essaies d'organiser un club littéraire, tu vas découvrir que le pouvoir n'est pas un fantasme. C'est-à-dire un ancien président de l'APN qui n'arrive pas à présenter son livre parce que le wali du coin a interdit, ce n'est pas du fantasme, c'est vraiment du pouvoir au sens physique. J'étais chroniqueur dans le quotidien d'Orange, je le suis jusqu'à maintenant pendant 19 ans. J'avais le sentiment que je pouvais écrire sur un général, sur les généraux, sur le président, mais j'avais très peu de droit d'écrire sur le wali. Donc le pouvoir chez nous, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'est pas, c'était pas une pyramide où on va vers le plus fort, mais il est inverse. Le guichetier qui peut vous couper l'électricité, il est beaucoup plus puissant que le PDG de Sonalgaz. Vous le savez tous. Est-ce que tu as déjà été dans le salon de M. Mouloud Hamrouch? Ça, c'est quelque chose qui nous a expliqué à la fin des années 90 en nous disant que les walis étaient plus puissants que les généraux. Ah, j'ai pas eu cette occasion. Alors, est-ce que fantasme, finalement, quand même, peut-être pas la corruption, l'armée, le budget le plus important, 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars, c'est quand même l'armée. Est-ce que c'est pas le plus grand nid de la corruption en Algérie que nous, journalistes, on n'a jamais pu investiguer? Et là, effectivement, je te rejoins en disant que personne n'a fait notre travail de journaliste et d'acteur de l'information. C'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile, mais est-ce que c'est pas finalement là que ça se passe? C'est là où ça se passe le plus. Là où il y a l'argent, ça se passe. Il faut vraiment. Non, mais c'est là où il y a le plus d'argent. C'est là où il y a le plus d'argent que ça se passe le plus. Je vais pas mettre en général à nous confirmer ce que je dis. Je peux répondre très simplement. Est-ce qu'on publie les bilans de Sonatrach? Non. Est-ce qu'on publie les bilans du MDM? Non. Est-ce que le ministre de la Défense ou son vice-ministre va devant l'APN et donne un bilan? Non. La liste des Moudjahidines. Non. Ah si, il bénéficie d'une rente. Oui. Je suis désolé. Donc, du moment où... J'ai dit à Amar Ingrachi de ne pas venir parce que c'est lui qui suscite ce type de sujet. Non, mais il a raison. Non, mais on n'a pas de problème avec les... Non, on ne crée pas de problème avec les Moudjahidines. On les laisse gagner de l'argent jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils vont disparaître et on n'aura pas de problème. Attendez, les ordres de grandeur, là, c'est l'économiste qui parle. Les ordres de grandeur ne sont pas comparables. Ils ne sont pas du tout comparables. On prend des chiffres. Il y a un crime plus... Non, on est d'accord. C'est pour dire que cette rente-là doit voler une petite mairie du côté de Masra, mon village original, c'est la même chose que de voler la moitié d'un budget ailleurs. Je suis désolé. Non, on va pas hiérarchiser la corruption en tant qu'il y a une corruption, il y a des cadeaux. Alors, je repose la question. Est-ce que peut-être des lignes rouges dans le volume des détournements n'ont pas été dépassées? Et à un moment donné, 5e mandat ou pas 5e mandat, il fallait peut-être qu'il y avait des forces qui étaient en train de se constituer, des généraux qui ont amassé tellement d'argent que peut-être ils allaient pouvoir influencer le cours de politique des prochains mois. Bon, Agda, un calcul économique simple, c'est généralement ceux qui achètent qui prennent des commissions, pas ceux qui utilisent. On est d'accord. Donc ceux qui ont été enlevés sont des utilisateurs finaux. Donc c'est le secrétaire général qui achète. Je ne pense pas. Le décideur, c'est Ahmed Gaïd Salah qui achète. Pas toujours. Je ne signe pas tout. Les marchés internationaux. D'accord. Mais on est d'accord pour dire qu'il y a un problème de ce côté-là qui n'a pas été suffisamment mis sur la lumière. Non, mais on est d'accord pour savoir, pour dire que le ministère de la Défense nationale est une boîte noire. Au même titre que le ministère des Affaires étrangères, au moins. Oui, bien sûr. D'accord. On n'a jamais vu un ministre de la Défense expliquer sur la politique de défense nationale. Son attaque, on a fini par en savoir un peu plus. Ne partez pas très loin, je vais parler comme la BN Sport. On reprend dans 2 minutes. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous.
Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Amis auditeurs de Radio M, le CPP est de retour pour la deuxième partie qu'on va consacrer au regard des étrangers, des puissants du monde sur le processus politique en Algérie. La semaine dernière, le président Macron a affirmé qu'il avait eu un entretien téléphonique avec le président Bouteflika. C'est ce qui a été rapporté par les agences. Et puis, il y a eu, en milieu de semaine, lundi, mardi, la visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Algérie. Elle a fait le déplacement, le pèlerinage à Zeralda pour rencontrer le président Bouteflika. La question c'est, est-ce que les Occidentaux, est-ce que les puissants du monde ont déjà voté pour nous? Ils adoubent le président Bouteflika qui est en lice pour un 5e mandat. Et donc, ça n'a pas l'air de les gêner. L'opposition peut en Algérie se formaliser de ce que les puissants du monde fréquentent le président Bouteflika dans un contexte politique de ce type-là. Alors, Kamal Daoud, tu as eu le privilège de rencontrer la chancelière allemande lundi dernier dans un entretien. Donc, elle a rencontré des acteurs de la société civile. Tu nous diras de quoi vous avez parlé, mais en particulier sur ce processus politique, est-ce que tu as eu le sentiment que la chancelière allemande était un peu gênée par le fait de peut-être prêter le flanc à une caution au régime algérien dans cette folie du 5e mandat qui est en train de s'engager? Absolument pas. C'est une Allemande, elle n'est pas algérienne. Donc, elle n'a pas gêné par notre cuisine. Moi, je parle de deux choses. J'ai eu l'occasion de rencontrer des chefs d'État. Et comme tous les Algériens, je pose cette question-là précisément, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que là aussi, on investit un peu trop la chose, comme si au moins ils avaient le droit de voter pour nous. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une manière de nous infantiliser nous-mêmes. Notre sort dépend de nous, bien sûr, mais il dépend aussi des rapports de force internes. De l'autre côté, on adoube ou pas une situation de stabilité qui, pour nous, est de l'immobilité. Quand j'ai rencontré Merkel, j'avais compris qu'il y a deux axes totalement parallèles, mais qui ne se recoupent jamais, sauf dans nos têtes. C'est qu'on croit que de l'autre côté, l'impératif est politique, alors qu'il est économique. Et chez nous, l'impératif, il est politique, il n'est pas économique. La conclusion finale, c'est qu'on ne vote pas pour nous. On ne peut pas à la fois crier chaque fois qu'ingérence étrangère, XY c'est un agent de l'étranger, etc. et en même temps attendre comme si qu'il y ait un vote de l'autre côté, et même on valide comme étant une décision très importante par rapport. Les gens viennent ici parce qu'ils ont besoin d'une chose qui s'appelle la stabilité. J'ai posé la question, j'ai dit comment vous pouvez réconcilier la stabilité avec l'immobilité, sachant que les deux ont une facture, et que la facture de l'immobilité est plus grave et plus grande que la facture de la stabilité. Je ne peux pas dire qui a répondu, etc., mais là, la réponse a été nette, claire et précise. L'erreur qui a été faite en Libye, en Syrie et en Irak ne se reproduira jamais. C'est à nous de trouver nos équilibres internes. Même si certains sont une minorité maintenant, c'est à nous de trouver une solution et une sorte de consensus et de le bâtir. Pour les autres, le problème n'est pas politique. Ça, c'est une réponse? Pardon, oui. C'est une réponse? Pardon, je dis ce qu'il en est. Après, on va analyser. Non, je voulais savoir si c'était la réponse de ton interlocutrice. C'est ce que j'ai compris. Mais il y a autre chose, c'est que pour beaucoup de l'autre côté, ils disent qu'en Algérie, nous avons un système économique qui a produit la situation actuelle. Et que si la base économique change avec un plus grand champ pour le privé, par exemple, avec un désengagement de l'État en termes d'assistanat et de soutien un peu trop massif, il y aura des changements qui peuvent créer un nouveau consensus. Mais nous, on ne met pas le doigt dedans. Il faut que les choses soient claires. Donc, alors, cette idée qu'on vote pour nous... Non, ça c'est il faut pas s'arrêter à ça. C'est ma petite formule. Là. Non, elle est générale aussi. Moi, j'y crois pas déjà. Non, moi, je l'ai utilisé juste... Bon, mes amis du CPP... On la retrouve dans la culture journalistique ambiante. Oui, c'est une manière de provoquer pour engager la discussion, mais il est clair que ce sont les Algériens qui décident de leur sort. Ça, c'est entendu. Non, peut-être que je me suis mal exprimé. C'est pas ça. Alors, je vais reformuler. Bon.
L'interruption du processus électoral en 92 a posé problème pour certaines capitales européennes. L'international socialiste n'a pas beaucoup aimé, et il y a eu une distance vis-à-vis d'Alger, et on faisait attention. On se rappelle tous de la rencontre de Chirac avec Zeroual aux Nations Unies à New York, où il était question de faire attention aux éléments du protocole pour éviter de donner l'impression de cautionner les militaires à la tête de l'Algérie. Tout ça, c'est du passé. Tout ça, c'est du passé. On a l'impression que tout ça, c'est du passé, et les puissants du monde viennent à Zeralda voir une personne qui ressemble quasiment à une momie, qui arrive même pas à articuler réellement ce qu'elle a envie de dire, sans que ça pose un problème. On peut, nous, Algériens, considérer que, quelque part, Angela Merkel ne nous rend pas service avec ce qu'elle fait. Entre 92 aujourd'hui, il y a eu la Syrie, la Libye, l'Irak. Je parle de comment eux perçoivent, oui. Exactement. Il y a eu ça, il faut pas l'oublier. Il y a un traumatisme syrien dans leur perception. Et je te jure que c'est pas une ou deux ou trois personnes que j'ai rencontrées. Il y a un traumatisme syrien, il est là, il est net. Et puis, il y a quelque chose aussi qui me gêne. C'est que peut-être nous demandons à l'Occident de trouver une solution à une équation qui nous paralyse, nous. Parce que nous, en Algérie, il y a Qadi Hassan, il y a Jafar Saïd, il y a nos amis, il y a moi, il y a d'autres, mais la peur, elle est chez la grande majorité. Donc, c'est cette majorité-là qui ne veut pas qu'il y ait des changements aussi. Ça, il faut qu'on se l'avoue à nous-mêmes. Donc, pour beaucoup d'Algériens, pour une majorité d'Algériens qui soutiennent le pouvoir passivement, par intérêt, par rente, etc., ils sont dans cette situation la même que celle de l'Occident. On privilégie l'immobilité parce que c'est le synonyme le moins coûteux de la stabilité pour le moment. Donc, on ne peut pas accuser l'Occident de faire des choix que la majorité des Algériens ont fait aussi. Des choix qui ne sont pas raisonnables, des choix, et je l'ai dit, qui vont être coûteux, pas demain mais après-demain, mais ce sont des choix qui sont là, et c'est une équation qui n'a pas de solution. Encore un mot aussi, est-ce que c'est la position de Macron que tu as eu l'occasion, dans le cadre d'un déjeuner il y a 8 mois, rencontré, est-ce que c'est aussi sa position? Est-ce que lui a une position un peu plus inquiète par rapport à ce qui est de l'immobilité et qui pourrait devenir un facteur d'instabilité? Il faut poser la question à Macron, mais la perception. La perception, c'est qu'il y a une belle formule qui a été prononcée que j'aime bien, c'est le chemin de crête. C'est-à-dire, il y a une corde, si on tire trop, elle se casse. Et il y aura déstabilisation avec toutes ses conséquences. Mais si on laisse les choses en l'état, on va payer aussi une facture à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écoute les potentialités de changement. Et on essaie pas de les encourager parce qu'on va les condamner et on va les délégitimer, mais en même temps, on reste à l'écoute. On ne veut pas jouer les arbitres, mais on joue les attentifs. Parce que c'est vrai que il y a le trauma, encore une fois, le trauma syrien, et peut-être il faudrait qu'on l'analyse comme étant quelque chose qui fait partie du discours et du discours de propagande en Algérie. On a supporté le printemps arabe. Le printemps arabe nous a bloqués. Comment vous avez perçu, messieurs, la visite d'Angela Merkel et son déplacement à Zeralda? Moi, je suis d'accord avec l'analyse de Kamal. C'est vrai qu'on a trop tendance, même nous dans les médias, à surdimensionner un petit peu l'impact de la France, de l'Allemagne, enfin les pays occidentaux en général, sur les élections en Algérie, à tel point que certains pensent même que c'est eux qui votent. Moi, je pense que c'est faux. Mais c'est pas ça le débat. Je parle pas de ta formule. Je sais que c'est pour juste commencer le débat. Mais globalement, il y a une espèce de consensus presque parmi les élites algériennes que la France a son mot à dire. Sinon, elle est décisive carrément. Alors que c'est tout à fait faux. C'est une affaire algéro-algérienne. Maintenant, c'est vrai que le pouvoir algérien tire profit des belles déclarations. Angela Merkel, finalement, qu'est-ce qu'elle a? Ce n'est même pas une visite, c'est un crochet, je dirais. Elle est venue en Algérie régler l'histoire de l'immigration. Elle a bien gagné. D'ailleurs, ça elle a détendu l'atmosphère en Allemagne, parce que l'Algérie a accepté de rapatrier 5 000 ou 20 000, je sais pas combien d'immigrés clandestins. En temps normal, je ne pense pas que l'Algérie aurait fait ce cadeau à l'Allemagne, mais maintenant, ils ont besoin. À 6 mois d'une élection présidentielle, c'est toujours bon d'afficher, de montrer à la télévision une belle image, entre guillemets. Le président Bouteflika qui reçoit Merkel, même s'il parle pas très bien, mais il l'a reçu, c'est une carte de visite. Qu'on dise que Macron a appelé au téléphone, il y a eu un échange téléphonique entre Macron et Bouteflika, je me demande qui était à l'appareil de l'autre côté, ici même. Donc voilà, tout ça participe, parce que finalement, l'Algérie, c'est pas Alger encore une fois, mais à Adrar, à Tébessa, à Ouredgla et tout ça, les gens sont convaincus. Ils disent oui, parce que l'élite, elle est chez nous, elle est dans les médias parfois. Mais l'Algérie profonde, elle se dit, mais finalement,
voilà, le tel journal qui nous dit que Bouteflika ne parle pas, et voilà, il discute avec la chancelière, la femme la plus puissante du monde, que le président français l'appelle, il discute au téléphone, et ben finalement, ça fait mouche tout ça, ça fait mouche. En termes de marketing politique, c'est extraordinaire pour le pouvoir. Donc je pense que la caution politique, même si elle n'est pas décisive, mais elle est toujours bonne à prendre ici. Alors je sais pas ce que va dire Kamal, mais tout de suite, je pose une question, mais tu peux ne pas répondre. On voit très bien le bénéfice dont a bénéficié, qu'a obtenu Merkel du fait de se prêter à ce jeu-là. On le voit, c'est bien payé, on va en dire un mot tout à l'heure. Celui de Macron, on le voit un peu moins. Voilà, oui, mais on voit un peu moins. Je sais pas. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire aussi que c'est normal, on est en train d'analyser la visite de Merkel à partir de ce qui nous intéresse nous, mais aussi, moi j'aime bien revenir sur l'habilité politique de la dame. Elle est venue ici parce que de l'autre côté, l'extrême droite, elle parle des migrants et de l'immigration. Elle y va avec cette formule que je trouve extraordinaire. C'est la mienne, c'est dans le sens, je veux me rapprocher des déclarations faites. Je pratique la solution à la source, pendant que l'extrême droite pratique le discours sur le terrain. Je vais régler le problème de la migration à la source. Je ne vais pas en parler à partir de l'Allemagne ou de la Bavière. Donc, je trouve que c'est habile et ça rejoint. On a deux intérêts, deux axes qui sont parallèles, d'accord, qui se rapprochent, qui ne se croisent pas, mais qui ne sont pas contradictoires. Ils sont absolument pas contradictoires. Chacun avait son agenda et tout le monde s'est retrouvé là-dedans. Ça s'applique pour Macron. Macron, il ne faut pas l'oublier, on n'a pas 3 millions. La même population d'origine, ou on n'a pas la même proximité géographique. L'enjeu n'est pas le même. On n'a pas aussi la même histoire vis-à-vis de colonisation, de migration, etc. Donc Macron vient chercher ici autre chose ou plus que ce que cherche Angela Merkel. À mon avis, la visite d'Angela Merkel tranche par rapport aux autres visites officielles qui ont eu lieu ces 5 dernières années, pour la simple raison qu'on a clairement une démarche tactique de Merkel, qui sait qu'il n'y a rien de stratégique à attendre de l'Algérie du pouvoir actuel et qui est venu régler ses problèmes à elle contre une présence aux côtés du président Bouteflika. Elle est venue pour trois choses. Il n'y a eu aucun homme d'affaires dans sa délégation, aucun conseiller commercial dans sa délégation. Sa visite a été préparée depuis pratiquement 6 mois. Elle est venue ici pour expulser les Algériens de manière digne et en concertation avec la partie algérienne, trouver un moyen pour que l'Algérie bloque le phénomène migratoire subsaharien et dire à l'Algérie que ça serait bien que l'Algérie aide aussi le G5 Sahel. Ce sont les 3 axes qui ont été évoqués par la délégation tout entière avec les homologues algériens. Ça veut dire que cette dame a compris qu'il n'y avait rien de stratégique et rien de profond à attendre de ce régime-là. Et ça, c'est important. Parce qu'on a un Macron qui débarque avec 50-60 hommes d'affaires, qui fait mine, qui propose des choses. On a d'autres présidents qui viennent, qui parlent de coopération, qui parlent d'économie. Là, pour la première fois, on a eu une visite, mais vraiment donnant et réellement tactique. Enfin, Merkel, la visite de Merkel et la réalité des autres visites. Exactement. Même si on ramène des hommes d'affaires, etc. Mais la réalité, c'est le côté totalement pragmatique du rapport des Occidentaux avec le régime algérien. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il n'y ait pas de flux de réfugiés, de migrants, que plus ou moins le business continue, et quitte à serrer sur les visas quand ça marche pas très bien. Donc c'est ce qui est en train d'arriver. C'est qui est en train d'arriver. Donc voilà. Mais faire des projections stratégiques avec le régime algérien, ils se gardent tous de le faire. D'autant plus que le régime algérien lui-même n'a pas de vision même pas sur le moyen terme. Et on est toujours dans la gestion au jour le jour, dans la situation, dans le statu quo, et ça dure depuis très longtemps. Mais moi, ce que je voudrais ajouter quand même, que on est moins dans le syndrome syrien, comme dit Kamal, que dans le syndrome des années 90. Non, j'ai pas dit que nous avons le syndrome syrien. J'ai dit je parle nous, les Algériens. Les autres, d'accord. Les autres, ils sont traumatisés par le syndrome syrien. D'accord. Et ce que je voulais ajouter juste une petite phrase, c'est pour dire qu'il y a quelque chose que nous vendons, enfin, que le régime vend,
c'est la stabilité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ils sont tellement traumatisés par l'Irak, la Libye, etc., que maintenant, ce qu'on vend, c'est l'immobilité qui est devenue une valeur marchande internationale. La Mamara leur a vendu le slogan, nous exportons la stabilité. Donc, j'ajouterais un petit mot. Mais justement, le sens de Angela Merkel a dit un mot. Elle dit que l'Algérie est un pays sûr. Je pense qu'on a payé ce mot-là, on l'a payé par le rapatriement des... Ça a été dit parce que d'un point de vue légal, de l'autre côté, bien il sûr. faut que ce soit déclaré comme safe country pour pouvoir voilà. Ça, c'est important. Mais je parle de l'interprétation politique qui a été faite ici par les médias publics notamment. Pour dire, voilà, Angela Merkel, elle dit que l'Algérie est un pays sûr. Donc, encore une fois, en termes de marketing politique, c'est magnifique pour le régime. Pour le régime. Sauf que il doit recevoir peut-être 40 000 migrants algériens illégaux qui doivent 4 000, pardon, mais migrants illégaux. Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce que réellement, parce qu'on a vu certains titres de presse parler de conditions. On ne connaît pas les termes de cet échange, comment ça va se faire concrètement, on ne sait pas trop, c'est juste que... Si j'ai bien compris, les services algériens vont travailler avec les Allemands pour identifier, parce qu'en général, c'est quoi un migrant clandestin? C'est quelqu'un qui n'a plus de papiers. Il peut être turc, il peut être... En général, soit on déchire les papiers. Donc le travail des services algériens vont travailler avec les services allemands pour dire un tel, c'est un Algérien, etc. Et le rapatrier. Je trouve qu'il y a de l'humour. C'est-à-dire, première partie, on a parlé de gens qui ne peuvent pas sortir. La deuxième partie, on parle des gens qui doivent rentrer. C'est pas mal, ça. C'est quelque chose qu'il faut peut-être méditer. Mais une des conditions, c'est le fait que l'Algérie n'accepte pas de charter, par exemple. Une autre condition, c'est que Lufthansa devra participer à l'effort de rapatriement, qui est assumé à 100% par Air Algérie. Donc c'est ce genre d'exigence technique. Il faut 5 par avion, pas plus de 5. Exactement. Pas plus de 5 expulsés par vol. Ce serait ça devient des charters. Est-ce que sur le plan interne, rapidement, sur le plan interne en Allemagne, c'est un grand succès réellement pour Angela Merkel? Tous les journaux allemands ont salué justement cet accord. Je t'ai dit que c'est une solution à la source. Et ça, c'est en termes de manœuvre politique, c'est extraordinaire. Je ne me bats pas contre l'extrême droite en Allemagne. Eux, ils peuvent parler, moi je vais agir à la source. Et ça, c'est très important, c'est pragmatique. Et Merkel a obtenu un accord qu'elle va essayer d'élargir aux Marocains, aux Tunisiens et aux autres. C'est-à-dire, ils ont un modèle d'accord, et elle a fait un gros coup, Merkel. Il y a aucun doute, hein. C'est-à-dire, elle est déstabilisée par son ministre de l'Intérieur, qui est plus à droite, qui est anti-immigrant, etc. Mais là, elle vient de ramener quelque chose, de concret. Va booster sa popularité. Bien sûr. Alors, messieurs, on va récapituler pour nous séparer de nos amis auditeurs. Ce n'est pas l'ANP qui va empêcher le 5e mandat, ça c'est quasiment réglé, notamment avec ce qui est en train de se passer. Le 5e mandat, j'enchaîne. Ce n'est pas Merkel qui va... Ce n'est pas Merkel, ça veut dire ni Macron, parce qu'ils ont leur agenda, on n'a pas évoqué le... Ce n'est pas Mouatana. Mouatana, ils se font tabasser partout où ils passent, on les empêche. Et donc ma question c'était parce que c'est un sujet qu'on aurait pu évoquer cette semaine-là. En un mot, est-ce que Mouatana c'est quand même pas la dernière bouée à laquelle il faut s'accrocher pour faire bouger les choses? Voilà, Mouatana est la démonstration dure que le Wali a beaucoup de pouvoir en Algérie. Absolument. Donc il peut envoyer les flics, tout taper. Est-ce qu'il y a un risque, entre guillemets, de vous voir un jour dans un rassemblement de Mouatana Kamal Daoud à Oran quand ils viendront? Peut-être oui, mais il faut beaucoup de courage physique. Il faut aussi que je sois convaincu que la peur est en train de changer de camp. Parce que le synonyme de la peur chez nous, c'est la stabilité, encore une fois. Si on ne casse pas cette équation, on sera toujours minoritaire à réclamer un changement qui sera perçu par la majorité comme un risque. Et tant qu'on ne fait pas ce travail-là, on ne peut pas faire basculer les autres gens. C'est admirable, c'est héroïque, ça éclaire mal acheté. Mouatana, ça éclaire mal acheté. Ça prouve que si je ne bouge pas, je suis comme beaucoup de gens, corruptible, peureux, je ne fais pas le lien entre l'intérêt général et l'intérêt propre, etc. Mais c'est ce qu'il faut aussi analyser pour pouvoir transformer un mouvement comme ça en quelque chose de plus constructif et qui fasse moins peur aux gens. Mardi prochain, la sortie de la peur, c'est quand même, ça reste dans une démarche de type Mazafran où
les oppositions idéologiques ne prennent pas le dessus sur la perception politique du fait que le pays doit changer de système, de régime, que la population doit être bien représentée. Et c'est ça l'enjeu, parce que la peur, c'est que nous l'entretenons nous-mêmes, hein, c'est-à-dire, quand j'ai dit tout à l'heure que nous vivons dans le syndrome des années 90, moi je vois sur Internet, c'est que très rapidement on s'enflamme, on a des éradicateurs, les réconciliateurs, les islamistes, et du coup, les Algériens qui regardent Facebook disent, mon Dieu, vaut mieux que les choses restent en place, vaut mieux rester en place plutôt que s'engager parce qu'on est complètement de fous, hein, et on a la preuve que la démocratie, c'est pas pour nous. Ça, c'est un travail que nous devons faire nous-mêmes. C'est un effort très lourd à faire. Voilà. Alors, je voulais terminer avec Mouatana pour m'offrir à moi-même une transition pour annoncer donc le nouveau format politique de Radio 1, Offshore, une émission dédiée totalement à la politique, Blarbia, qui sera présentée donc pour cette saison-là, en prévision des présidentielles, qui a déjà commencé. Et donc nous avons Zoubida. Offshore, c'est offshore. Zoubida Arous sera notre première invitée de la saison. Il y en a Assoul. C'est bien, voilà, tu commences avec la Mouatana. Voilà, je commence avec la Mouatana. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. À mercredi prochain. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse, politique.